Donc, pour ce premier séminaire, nous avons l'honneur d'accueillir Madame Mireille Barakat, qui nous présentera la communauté de pratique en épidémiologie de terrain. Madame Barakat est titulaire d'un baccalauréat en microbiologie et immunologie de l'Université de Montréal et d'une maîtrise en santé communautaire obtenue à l'Université de Montréal. Je m'excuse, tantôt j'ai dit Montréal, mais c'était McGill. Donc, depuis 2008, elle occupe le poste de coordonnatrice du groupe d'experts en épidémiologie de terrain. Et elle est par ailleurs professeure adjointe de clinique au département de médecine sociale et préventive de l'École de santé publique. Donc, la communauté de pratique en épidémiologie de terrain est parrainée par l'INSPQ et se veut donc un espace d'échange et de formation en épidémiologie de terrain à l'échelle internationale. L'épidémiologie de terrain est une pratique de l'épidémiologie en santé publique qui s'intéresse à l'investigation de problèmes de santé inattendus, qu'ils soient d'origine infectieuse, chimique ou physique, et qui nécessite donc une intervention rapide afin d'informer et d'éclairer les décideurs en vue donc de protéger la population. Madame Barakat nous en expliquera les objectifs et le fonctionnement de cette communauté. Donc, avant de lui céder la parole, comme Bernard Simon a dit tantôt, ben, le séminaire est enregistré. Donc, les personnes qui ne souhaitent pas apparaître dans l'enregistrement peuvent donc désactiver leur caméra. Merci. Merci beaucoup. Je vais partager mon écran. C'est bon? Très bien, merci. Donc, vous le voyez en plein écran? Oui, plein écran. Parfait. Donc, merci encore de m'avoir accueilli. Donc, aujourd'hui, la façon qu'on va procéder, c'est que je vais, avant d'aborder le concept des communautés de pratique, peut-être vous parler un peu de le domaine d'épidémiologie de terrain, les différentes initiatives en épidémiologie de terrain qui existent au Québec, vous présenter ensuite la communauté de pratique et on pourra là, poursuivre avec une période d'échange. Donc, j'aimerais peut-être vous entendre. Je sais qu'il y en a certains qui sont un peu plus familiers que d'autres, mais si dans la module conversation, on pouvait peut-être en un mot tu sais, décrire pour vous qu'est-ce que ça veut dire de l'épidémiologie de terrain. Je vais essayer d'aller regarder ça. Donc, peut-être, Bernard Simon, je ne vois pas les réponses, donc peut-être que tu pourrais les lire, à moins que les gens ne sont vraiment pas actifs. Y a-t-il quelque chose d'intéressant qui ressort? Attends, voilà, j'ai accès au chat. OK. Donc, moi, j'entends investigation. Y a-t-il un autre mot pour vous qui décrit c'est quoi l'épidémiologie de terrain? Avec tout ce beau monde-là, je peux pas croire qu'il n'y a pas d'autres réponses. Bon, surveillance active, éclosion, faire des liens. Un mot, les amis, un mot. Donc, les investigations, éclosion, surveillance, c'est tous excellent. Réponse. Faire des liens aussi, parce qu'on parle de collaboration. Euh, Effectivement, l'épidémiologie pure et dure, c'est vraiment, dans le contexte de la recherche, peuvent effectivement guider les décisions, les interventions. Je vais revenir à ma présentation. Donc, ce sont tous en quête. Donc, vous avez tous les bons instincts. Donc, dans le fond, souvent, quand on explique le concept de l'épidémiologie de terrain, c'est vraiment caractérisé parce qu'on a qu'est-ce qui différencie l'épidémiologie de terrain de l'épidémiologie plus recherche ou plus académique, c'est que l'épidémiologie de terrain, c'est vraiment quand le problème euh, est... Attends-moi une seconde, j'essaie juste de minimiser. Juste rappeler à tout le monde de fermer vos micros, s'il vous plaît. Merci. Je pense que tu peux le faire pour eux aussi. Donc, souvent, quand on parle d'épidémiologie de terrain, c'est que le problème étudié est souvent inattendu euh, ou, dans le fond, ou émergent. La réponse, elle doit souvent être rapide et au bon moment. Et on doit souvent se déplacer sur le terrain pour aller voir qu'est-ce qui se passe. Et vraiment, l'intervention, ben, dans le fond, l'épidémiologie de terrain fait appel à des méthodes d'enquête et de surveillance en santé publique. Donc, tu sais, ça reprend un peu tous les éléments que vous avez mentionnés. Donc, en gros, version courte de c'est quoi l'épidémiologie de terrain.
Et souvent, un ou une épidémiologiste de terrain va commencer son travail sans hypothèse claire. Il a vraiment le souci de protéger la population à risque, c'est sa priorité, mais il doit aller recueillir des données suffisantes pour pouvoir passer à l'action. Et il doit constamment informer ses résultats à qui de droit et très rapidement. Il est vraiment au centre de l'action et son travail vraiment constitue la base de l'intervention. Donc, qu'est-ce qui existe actuellement en termes d'initiatives en épidémiologie de terrain? Je parle au niveau ici plus local au Québec. On a en 2007 créé, on a eu le mandat dans le fond de créer un groupe d'experts en épidémiologie de terrain parce que suite à une étude de besoin, il avait été démontré que les différentes directions régionales en santé publique avaient un besoin de développer des compétences dans ce domaine-là. Et ce, autant en maladies infectieuses que les autres domaines de protection, comme la santé environnementale et la santé au travail. Et donc, ce groupe d'experts-là est constitué, dans le fond, de gens au niveau de l'INSPQ, mais qui constituaient des collaborateurs, dans le fond, des membres qui viennent des directions régionales de santé publique, du ministère de la Santé et des Services sociaux et également au niveau fédéral, donc de l'Agence de santé publique du Canada. Donc, plusieurs d'entre vous connaissez peut-être le programme canadien d'épidémiologie de terrain, qui est dans le fond un programme de 2 ans de l'Agence de santé publique du Canada, dans lequel l'épidémiologiste est attitré à un milieu d'accueil, milieu de stage, mais il est employé de l'agence et dans lequel il est formé et travaille, s'intègre tranquillement là, dans son milieu d'accueil. Donc, à l'INSPQ, nous, on est effectivement un milieu d'accueil pour ces stagiaires, ces épidémiologistes. Mais vous voyez que pour constituer ce groupe d'experts-là, ça l'a pris quand même, on a pris en compte là, les différents acteurs de tous les paliers. Donc, le mandat principal du groupe, dans le fond, était de monter une formation. Et initialement, cette formation-là était vraiment axée sur tout ce qui était plutôt d'aborder tous les domaines de protection. Le groupe a plutôt décidé de viser une formation plus générale, mais vraiment au niveau des maladies infectieuses. Donc, le programme de 2009 à 2000, je pense, on a fait ça pendant une bonne quinzaine d'années. Dans le fond, c'est que ça s'appelait le programme de formation d'investigation d'éclosion dans la communauté et les milieux de soins. Donc, le public cible était majoritairement les 75% des gens qui étaient en santé publique, à 25% en milieu de soins. Mais avec les années et avec l'affiliation avec l'Université de Montréal qui nous a permis là, d'accréditer ces cours-là, on a commencé à recevoir de plus en plus d'étudiants, qui étaient corrects parce que c'est les futurs professionnels de la santé. Et dans le fond, cette formation-là, elle est encore disponible à l'Université de Montréal. Ça a été finalement transformé en cours siglé que vous connaissez d'ailleurs probablement tous, que vous avez peut-être suivi à un moment donné dans le courant de votre formation. Dans le fond, c'est que ce programme-là, on a décidé de juste garder le cours MSO 6150, qui est Investigation d'éclosion, et de plutôt offrir au réseau une version plus adaptée parce que les gens du réseau ne semblaient il y en avait de moins en moins au cours des différentes cohortes, mais parce que leur cours de 3 crédits ne répondait pas nécessairement à leurs besoins en termes de format. Et donc, c'est pour ça que j'ai mis ENA, c'est l'environnement numérique d'apprentissage, qui est une plateforme pour les gens du réseau. Et donc, on a décidé de reprendre les contenus de cette formation-là et d'offrir plutôt des modules plus courts et plus spécifiques à des sujets. Donc, je vais vous mettre le lien là, vers notre page web si vous voulez en savoir plus. Mais juste pour vous dire qu'en termes d'épidémiologie de terrain, ça, c'est quelque chose qu'on fait. Ensuite, comme j'ai mentionné tantôt, dans le fond, à l'INSPQ, on est également en milieu de stage. Donc, le groupe Jupiter à l'interne est constitué dans le fond, je coordonne l'équipe
et j'ai quelques employés là, avec moi. J'ai le plaisir, dans le fond, là, d'avoir ces belles personnes qui sont à l'interne et qui vraiment sont le noyau dur, si je peux dire, du Jupiter. Mais on accueille aussi des stagiaires, donc autant du programme canadien, donc le P7, c'est le programme canadien d'épidémiologie de terrain de l'Agence de santé publique du Canada. Mais comme vous le savez, on accueille également des stagiaires de l'ESPA. Comme on est, moi et mes collègues, on est tous affiliés à l'université. Et on a aussi parmi nous une médecin conseil qui également est affiliée à l'Université McGill, on accueille aussi des résidents. Donc, le dernier point, c'est que au niveau de l'épidémiologie de terrain à l'INSPQ, on est également reconnu comme un milieu ben, dans le fond, on offre du soutien aux régions aussi. Donc, tu sais, que ça soit de l'expertise conseil ou qu'ils ont besoin de l'aide à peut-être développer un outil ou faire des résumés épidémiologiques. Donc, on offre ce type de soutien-là. Donc, ça, c'est vraiment au niveau du Québec. Puis, tu sais, j'ai pas fait l'historique de tout ce qui s'est passé avant nous, mais c'est sûr qu'il y a eu d'autres choses avant. Mais au niveau à l'INSPQ, là, c'est vraiment ces initiatives-là. Là, vous allez me dire, mais c'est qui vraiment Jupiter? Donc, le Jupiter, c'est large. Comme j'ai dit, on a des membres qui viennent de différents paliers. Donc, anciennement, c'était Dr Soto, que peut-être certains de vous connaissez. C'est un professeur, dans le fond, qui est maintenant à la retraite. Et donc, j'ai pris la relève et comme vous voyez, là, on a des collaborateurs et on a tout le temps des nouveaux collaborateurs. Donc, je viens d'accueillir une nouvelle dans notre équipe qui n'apparaît pas ici. Mais vous voyez, on a des gens qui viennent, comme j'ai dit, du ministère puis du niveau fédéral. Et donc, c'est quand même grand et ça continue à évoluer. Mais on est vraiment chanceux parce qu'on tisse des bons liens avec ces personnes-là. Donc, maintenant, revenons au cœur de cette présentation qui était le concept de communauté de pratique. Donc, c'est quoi une communauté de pratique? Ben, c'est vraiment c'est drôle à dire, mais c'est vraiment un groupe de personnes qui se rassemblent afin d'apprendre les uns des autres. La majorité du temps, c'est virtuel, mais il se peut que ça se passe aussi en face à face, tu sais, s'il y a des rencontres d'anniversaire ou quelque chose comme ça, mais c'est plutôt virtuellement. Et ils sont là pour apprendre les uns des autres, mais aussi pour partager des expériences, des problèmes, des outils. Ces échanges-là, ils se font en principe de façon régulière et à long terme pour trouver des solutions, pour innover et pour renforcer un peu leur identité et pour vraiment améliorer leur pratique dans le domaine d'intérêt commun. Donc ça, c'est vraiment la définition de c'est quoi une communauté de pratique. Et vous allez me demander, ben, pourquoi les gens tu sais, décident de se joindre à une communauté de pratique? Bien, souvent, c'est parce qu'il y a un besoin vraiment un besoin de transfert de connaissances et de développement de compétences, tu sais, là, au niveau du savoir, du savoir-faire. C'est vraiment, il y a un besoin au niveau de vouloir briser l'isolement, de se faire connaître et de partager, donc vraiment le réseautage. Il y a aussi le savoir-être dans un domaine de pratique. Donc, tu sais, on veut aller s'identifier un peu de façon professionnelle. Euh, Au niveau de l'expertise, ben, c'est d'avoir accès à d'autres personnes, aux avis. Donc, c'est vraiment aller chercher l'expertise. Et une autre motivation pourquoi on créerait une communauté de pratique, c'est pour aussi harmoniser les pratiques. Donc, vraiment, dans un domaine particulier, par exemple, tu sais, on veut tous faire la même affaire ou apprendre les uns les autres sur les bonnes pratiques. Et finalement, une autre raison, ça serait aussi d'avoir accès ou se mettre à jour un peu sur les dernières informations. Donc là, pourquoi qu'on a développé une communauté de pratique en épidémiologie de terrain? Ben, tantôt, ben, je pense que vous avez évoqué beaucoup de termes, de termes en termes d'éclosion et de réponses rapides et tout ça. Ben, effectivement, euh, comme vous le savez, le risque permanent du problème infectieux, les bébites existent, ils existent, ça fait longtemps, bien avant nous, et ils le seront bien après nous. Et donc, on a ce risque permanent-là du problème. Comme vous le savez, l'expertise régionale et locale en épidémiologie de terrain est encore limitée dans le sens qu'il y a énormément de roulement de personnel.
vraiment là, constants qui sont affectés à l'investigation d'éclosion. Et il y a vraiment un besoin de partage d'informations, d'expériences, d'outils qui a été vraiment identifié, dans le fond, à plusieurs reprises, à chaque fois qu'on fait des études de besoin, parce que comme vous le savez, on est super bon à faire des études de besoin à l'INSPQ et on prend avantage, dans le fond, à chaque fois qu'on, qu'on, qu'on veut développer quelque chose, ben, c'est comme notre raison de vouloir le faire. Donc, on va recenser un peu les besoins des différents acteurs. Cela a été effectivement démontré en 2011 quand on avait fait notre étude de besoin qu'il y avait vraiment ce besoin-là. Et je pense qu'avec la pandémie, je trouve que ça a augmenté là, de façon significative. Donc, tantôt, je vous ai présenté les différentes initiatives en épidémiologie de terrain qu'on a à l'INSPQ. Euh, et pour nous, la communauté de pratique, elle est vraiment un élément intégrateur, c'est-à-dire que c'est vraiment une stratégie qui permet non seulement de rassembler les personnes qu'on a formées, les personnes qu'on a supervisées, les personnes, par exemple, qu'on a soutenues lors des demandes de soutien. C'est vraiment un- une stratégie de rassembleuse, dans le fond, là, qui permet d'avoir tout ce beau monde-là ensemble et de pouvoir apprendre l'un de l'autre. Donc, ça regroupe non seulement tu sais, des professionnels, mais vraiment des apprenants également. Et donc, qui peuvent apprendre les uns des autres. Donc, pour nous, on trouvait que ça faisait, que c'était vraiment une bonne solution, un bon moyen de pouvoir répondre à ce besoin post-formation parce que malgré le succès de nos formations, il y a toujours des gens qui reviennent dans leur milieu et qui ont encore des questions, qu'ils ont encore des besoins. Donc, la communauté de pratique en épidémiologie de terrain, on s'est doté un peu d'objectifs, de pourquoi qu'on voulait monter cette communauté de pratique-là. Puis, ça fait depuis 2013 qu'elle a été mise sur pied. Puis, les objectifs qu'on avait identifiés, c'était tout d'abord, c'était de développer des compétences non seulement individuelles, mais collectivement. Et peut-être que certaines d'entre vous ne le savaient pas, mais au Québec, à part des épidémiologistes purs et durs académiques, il n'y a personne qui s'appelle un épidémiologiste. Parce que, à moins que vous soyez au fédéral, mais les gens qui travaillent dans les directions régionales de santé publique, ils sont tous soit des APPR, des infirmières aux enquêtes, des médecins conseils. Donc, tous ces personnes-là sont des épidémiologistes dans le sens que le travail de l'épidémiologie du terrain, de faire des enquêtes, d'analyser des données et de un peu faire des recommandations, c'est le travail de toutes ces personnes-là. Donc, tu sais, l'épidémiologie de terrain se fait sans être nommé épidémiologiste. Et donc, pour nous, on trouvait ça important de vouloir un peu renforcer cette identité, de dire, ben, on est des épidémiologistes de terrain, malgré qu'on n'a pas ce titre-là. C'est pas uniforme parmi les différentes organisations. Et donc, c'était vraiment pour renforcer cet aspect-là. La dernière chose, c'est qu'on se disait, l'objectif, c'était vraiment de soutenir la capacité de réponse des différentes organisations en santé publique pour être capable de mieux répondre. Donc, dans le fond, on s'est dit que si tout le monde a accès à des outils, des partages d'expériences, ben, on pourrait améliorer cet aspect. Donc, qui on vise dans cette communauté de pratique-là? C'est la première communauté de pratique en francophone en Amérique. Dans le fond, on s'intéresse, dans le fond, c'est les gens qui sont d'abord francophones ou qui, tu sais, qui sont à l'aise, même si vous êtes anglophone, mais au moins que vous comprenez le français, vous écrivez en français, c'est ça qui est important parce que tout est en français actuellement. Les échanges, tu sais, la documentation peut l'être en anglais, mais je veux dire, c'est vraiment un environnement francophone. Donc, n'importe qui est intéressé par l'épidémiologie de terrain, que vous soyez professionnel ou apprenant, sont les bienvenus. Donc, c'est vraiment un contenu qui est enrichi par les membres, vraiment sur une base volontaire. Donc là, je vais juste vous présenter la plateforme qu'on utilise actuellement. Donc, on a réussi à avoir, dans le fond, accès à la plateforme du Réseau canadien de renseignement sur la santé publique.
Je ne sais pas si ben, les personnes qui reçoivent les alertes de santé publique connaissent probablement cette plateforme-là. Dans le fond, c'est une plateforme web 2.0 au niveau de l'Agence de santé publique du Canada. Et notre communauté est hébergée sur cette plateforme-là. Donc, c'est gratuit, ils nous offrent du soutien. Vous allez voir un peu plus tard un peu l'organisation. Donc, on s'est doté, dans le fond, quand on a démarré ce projet-là de communauté de pratique, on avait un expert en communauté de pratique à l'Agence de santé publique du Canada qui nous a aidés. Et la première chose qu'il nous a dit, il vous faut une charte d'engagement. La charte d'engagement, ce que ça décrit d'abord la mission de la communauté de pratique. Ça indique un peu le profil des types de membres. Ça discute aussi des conditions gagnantes pour permettre son évolution. Et on a clairement mis une genre de mise en garde on voulait vraiment mettre l'accent sur le fait que quand vous êtes membre de la communauté de pratique, toutes les opinions que vous exprimez sont à titre personnel et ne reflètent pas nécessairement l'opinion de vos organismes d'affiliation d'attache. Et ça, on trouvait ça important de le mentionner parce que ça peut créer des malaises de vouloir peut-être se positionner face à une problématique. Et donc, on a vraiment mis l'accent sur cet aspect-là pour que ça soit clair pour tout le monde. Donc, comment la structure un petit peu fonctionnelle de notre communauté, comment elle fonctionne, c'est le cœur central, c'est vraiment tu sais, dans le temps, c'était Dr. Soto qui était responsable et donc moi, j'ai pris la relève, mais j'anime également la communauté de pratique. Vous allez voir, on est rendu à plus de 600 membres, donc ça fait beaucoup pour l'animation, mais je vais vous expliquer comment on s'est doté de groupes. Donc là, on a le cœur central, le soutien technique, c'est ça qui est, malgré le fait que la plateforme est plus ou moins visuellement plaisante, elle est quand même, on n'a aucun aspect technique à se soucier à cet aspect-là. C'est vraiment tout de la part de l'Agence de santé publique du Canada, là, au niveau des administrateurs de ce site-là qui relève du soutien technique. Et on a pris dans le fond quelques membres du groupe Jupiter puis on a constitué un équipe conseil. Donc, une équipe conseil, dans le fond, qui essayait de regrouper des membres de tous les paliers également pour avoir un soutien, dans le fond, pour la prise de décision, la programmation des activités. Donc, on a des rencontres quelques fois par année où ce qu'on discute là, sur les différentes activités de la communauté de pratique. Ensuite, étant donné qu'on s'est ramassé avec plein de personnes qui voulaient devenir membres, mais qui provenaient de différents milieux. On avait des gens en santé au travail, on avait des gens qui étaient en santé environnementale, en maladies infectieuses, des gens en zoonose, en ITSS. Donc, étant donné cette diversité-là de membres, on a voulu créer des groupes thématiques. Et ça permettait aux différents groupes d'organiser eux-mêmes des différentes activités selon leurs besoins. Actuellement, on a deux groupes qui roulent. On a un groupe en santé au travail et santé environnementale, donc le SAT-SE, qui, eux, se réunissent à peu près 3 fois, 4 fois par année. Et leur objectif, c'est de vraiment échanger sur des situations où ce qu'ils ont eu à intervenir avec différents intervenants. Et ils discutent un peu sur les leçons apprises, les bons coups, les moins bons coups et tout ça. Donc, c'est vraiment un lieu où qui discutent ensemble et apprennent l'un de l'autre. Il y a aussi un groupe qui a été constitué, qui vient de reprendre ses activités depuis la pandémie. C'est l'EPISTAT, donc tout ce qui est méthode en épidémiologie et en statistique. Donc, tu sais, il y avait un groupe qui s'intéressait beaucoup, beaucoup, beaucoup aux méthodes et voulait en discuter. Donc, ils se sont bâti un programme, puis les premières activités ont été plutôt des webinaires où ils discutent, par exemple, d'un outil, par exemple Power BI. La dernière conférence était sur la modélisation et la prochaine, ça va être sur StatCan. Donc, vous voyez, c'est vraiment dépendamment des intérêts de différents membres. Ils peuvent eux-mêmes créer selon leurs besoins des différentes activités. Ça peut prendre différentes formes, c'est vraiment à chaque groupe de discuter. Et donc, ça, c'est possible grâce à des groupes
qui vont se constituer, des groupes exécutifs, si je peux dire, qui vont s'assurer de faire la programmation de ces différentes activités-là. Et ensuite, vous voyez qu'on a les membres. Donc, c'est sûr que oui, j'anime la communauté de pratique, mais vous voyez qu'elle est seulement possible grâce à toutes ces personnes-là. Et donc, parce que, comme je l'ai dit tantôt, une communauté de pratique s'enrichit de façon volontaire et par ses membres. Donc, sinon, je ne pourrais pas assurer la survie. Donc, juste pour vous donner un exemple de type d'activité qu'on a, j'ai parlé ici qu'il y avait les groupes de discussion, ils font ils ont une programmation de conférences, de webinaires et tout ça, mais la communauté plus générale, on organise également un programme de conférences web où on inclut, puis ça, c'est juste quelques exemples, là. Il y a quelques conférences que, par manque d'espace ici que je n'ai pas inclus. Mais vous voyez ici, c'est des exemples de conférences web qu'on essaie d'aller chercher autant en maladies infectieuses qu'en santé environnementale et en santé au travail. Donc, on a de tout pour satisfaire à tout le monde. Et on va chercher même des personnes là, à l'international. On a comme quelqu'un de la France là, qui va nous présenter de quoi. Donc, c'est vraiment un programme très diversifié. Donc, ça, c'est un exemple d'activité qu'on fait. On a également un bulletin qu'on publie, comme tu sais, on a un bulletin dans le fond qui s'appelle l'Épicentre. Et comme j'ai mentionné tantôt, là, on a accueilli une nouvelle membre dans notre équipe. Et donc, dans le bulletin, on la présente. Et donc, on fait ça à chaque numéro. On va présenter un nouveau membre, soit quelqu'un tu sais, de nouvellement dans nos équipes ou quelqu'un qui vient de rentrer en épidémiologie de terrain ou même quelqu'un de plus senior. Des fois, on fait un portrait là, des différents membres, dans le fond, là, de façon volontaire, bien sûr. Et qu'est-ce qui est intéressant de nos bulletins, c'est dans un seul numéro d'à peu près 3 4 pages, on est capable de rassembler tous les événements importants, soit à venir, des annonces de nouvelles formations. Tu sais, on rassemble toutes ces informations-là dans un bulletin, puis on va aussi tout le temps aborder un sujet d'actualité, où ce qu'on va demander à quelqu'un de nous rédiger sur la situation. Donc, dans ce numéro-là, on a demandé à quelqu'un de nous parler un peu sur la situation de l'influenza aviaire. Et on a Dr. Régent Dion, qui est dans le fond également professeur associé à l'Université de Montréal, qui nous produit des chroniques de temps, lieu, personne, donc TLP. Donc, vous voyez un exemple là, au bas de l'écran. Donc, c'est quelque chose de tout le temps avec un accent humoristique, mais aussi qui nous permet de façon animée là, de ressortir quelque chose d'actualité aussi. Donc, les conditions gagnantes, là, je vous avais mentionné que ça fait depuis 2013 que la communauté de pratique a été mise en place, donc ça fait plus de 10 ans. Et elle a évolué beaucoup à travers ces années-là. Et qu'est-ce qui favorise un peu le fait qu'une communauté peut persister? C'est que le domaine de pratique soit pertinent et stimulant. Là, je vous avais expliqué l'épidémiologie de terrain, puis je pense que je vous ai convaincu que j'ai plus rien d'autre à dire pour vous expliquer la pertinence de ce domaine-là. Le fait que l'équipe conseil, elle est reconnue par son expertise, c'est tous des personnes qui viennent de différents paliers et qui ont vraiment une expertise dans le domaine. Euh, Animation de qualité, écoutez, c'est sûr qu'actuellement, c'est moi qui assure l'animation, mais c'est pas juste moi, comme j'ai mentionné, on a d'autres animateurs, les facilitateurs qu'on appelle des différents groupes, que eux-mêmes vont aller chercher auprès les besoins, dans le fond, recueillir les besoins auprès des différents membres des différents groupes. Donc, c'est vraiment un travail collectif, mais c'est sûr qu'un des défis qu'on a remarqué, c'est de stimuler la participation des membres. Parce qu'autant que ça peut être agréable d'avoir toutes ces personnes-là autour de l'écran, c'est pas toujours tout le monde qui se sent à l'aise de vouloir poser une question devant 600 personnes. Donc, tu sais, on a du travail à faire pour un peu stimuler la participation des membres puis de revoir un peu les besoins des membres. On a eu la chance d'avoir
2 étudiants justement de l'ESPUM là, pour faire des évaluations de notre communauté de pratique comme projet de stage. Puis ça nous a permis là, de ressortir plein de bonnes informations, des recommandations là, pour le futur. Ici, la ressource technique qui répond aux besoins des utilisateurs. Comme j'ai dit, le fait qu'elle soit hébergée sur une plateforme de la RCRSP, c'est vraiment gagnant parce que c'est vraiment eux qui s'occupent de tout ce qui est la plateforme, de réinitialiser les mots de passe. Donc, c'est pas quelque chose qu'on a à s'occuper. Le soutien institutionnel et des partenaires, je vous dirais que ça, c'est le plus important. Ben, un des plus importants. Parce que sans le soutien des différentes organisations pour permettre, tu sais, à leurs employés de participer aux différentes activités de la communauté de pratique, ben ça, on n'en aurait pas, tu sais, les gens ne pourraient pas participer. Et donc, le fait qu'elle est reconnue, tu sais, souvent, on a des gens qui sont redirigés vers nous par leur chef ou leur gestionnaire. Et donc, ça, c'est très... c'est très plaisant dans le sens que on est reconnu, tu sais, pour être une communauté, dans le fond, là, qui a une certaine expertise, qui a une certaine volonté, qui a une diversité d'activités, là, qui semble répondre vraiment bien aux besoins des gens. Le dernier, c'est l'engagement des membres à participer. Et je vous ai mentionné tantôt, on est rendu à plus de 600 membres. Puis il y a une règle dans les communautés de pratique, c'est la loi je ne l'ai pas au bout des doigts, là, c'est comme le 90% des membres vont être des participants passifs. Puis on aura juste 10% qui vont être probablement comme ceux qui vont être euh, les participants un peu plus actifs. Et donc, ça a l'air que c'est reconnu dans le domaine des communautés de pratique. Il y aura toujours cette tendance-là où ce que la majorité vont être passifs, mais c'est d'essayer de trouver la balance pour quand même les stimuler à continuer à poursuivre et éventuellement, même s'ils ne participent pas peut-être vocalement ou à travers des présentations, quoi que ce soit, mais au moins de partager, tu sais, par le dépôt de documents. C'est ça qu'on veut aller chercher. Donc, la communauté de pratique, puis ça, c'était notre expert dans le temps, Steve Poulain, là, qui nous avait dit, donc les communautés de pratique ne sont pas qu'un nouvel outil technologique, puis c'était dans le temps que c'était un peu plus nouveau. C'est vraiment d'abord et avant tout des personnes euh, qui veulent partager avec d'autres personnes. Essentiellement, c'est ça. Et donc, je vous ai présenté un peu là, la communauté de pratique. Je pense que j'ai fait ça un peu vite. Mais si ça vous intéresse de savoir plus sur la communauté de pratique, j'ai mis l'adresse de notre page web où ce que vous avez accès à je pense que la charte d'engagement, elle est là. Il y a une liste de nos différents membres de l'équipe conseil. On a également, vous pourrez avoir un aperçu de notre programme de conférence web. Et si vous voulez devenir membre, là, vous pouvez soit nous écrire à l'adresse que vous voyez, ou vous pouvez également vous rendre sur la plateforme là, du RCRSP pour vous demander un compte. J'ai mis quelques références si ça vous intéresse, le concept de communauté de pratique. Je sais qu'il y a eu beaucoup de travail des dernières années euh, pour recenser un peu les différentes communautés de pratique, puis plusieurs initiatives pour créer des différentes communautés de pratique. Donc, je vais arrêter le partage pour pouvoir peut-être passer à la période d'échange. Voilà. Merci beaucoup, Mireille, pour votre présentation. Donc, on va passer à la période de questions. Donc, vous pouvez, 2 façons de poser les questions, soit de poser les questions dans le bavardage ou soit de lever la main, comme l'a fait Dr. Régent Dion. Et donc, on vous cède la parole. Vous pouvez poser votre question. Oui, merci beaucoup à Bernard Simon, puis aussi à Mireille pour la présentation très, très claire. Je voulais juste peut-être ajouter un petit commentaire puis te poser aussi une question, Mireille. Le premier commentaire, c'est que, dans le fond, l'animation que tu fais, puis que on participe aussi, mais
est vraiment essentielle dans le sens que c'est une ressource qui est dédiée, pour laquelle c'est vraiment le travail qu'elle doit faire. Puis ça sert, moi, je pourrais dire, je te considère, Mireille, comme étant le mortier entre les briques. Ça nous permet d'avoir une cohésion, etc. Puis on tient à souligner qu'on apprécie énormément l'énergie puis la compétence que tu y mets. Concernant les épidémiologistes, il y a des épidémiologistes qu'on pourrait appeler avec un grand E. Il n'y en a pas énormément, mais il y en a dans certaines directions de santé publique. Il y en a quand même beaucoup à l'INSPQ. Moi, j'aurais tendance à qualifier les épidémiologistes de terrain comme étant des épidémiologistes avec un petit E. Euh, Ma question est la suivante. Euh, donc, est-ce que tu as une idée un peu du nombre ou de la proportion des francophones hors Québec qui font partie de la communauté de pratique actuellement? Ben, j'ai reçu récemment une demande d'adhésion de quelqu'un du Nouveau-Brunswick. Donc, ça, on en a. C'est pas énormément, mais on en a, mais il faudrait que j'aille. J'ai moins d'accès que je l'avais avant au niveau des profils des participants. Il faut que Ah, je fasse la demande, mais je vous dirais que la majorité viennent du Québec, mais on a quelques-uns qui viennent des autres provinces et quelques personnes qui viennent de l'Afrique également, le francophone. OK. Merci beaucoup. Ben, c'est ma main. Donc, merci beaucoup, Réjean. Quelqu'un demande, merci pour cette présentation. Quelles sont les conditions pour accéder à la formation et devenir membre? Donc, je présume que l'information est disponible via le lien que tu as ajouté, Mireille. Oui, ben dans le fond, comme je disais, si, tu sais, on n'est pas, on veut pas, tu sais, on veut pas discriminer personne. C'est sûr que si c'est quelqu'un qui s'intéresse à l'épidémiologie de terrain, qui veut partager, tu sais, que vous soyez apprenant ou que vous soyez comme en train de travailler dans comme en exercice, vous êtes les bienvenus. C'est vraiment la seule condition que vous allez l'avoir dans la charte d'engagement, c'est qu'on s'attend que les membres contribuent à la communauté de pratique. Puis ça, c'est vraiment, tu sais, on ne fait pas la police, mais on s'attend qu'ils fassent au moins une contribution par année. Donc, ça veut dire qu'elle soit par la prestation d'une conférence web, par exemple. Ça pourrait être, tu sais, le partage d'un outil, d'une ressource, tu sais, d'aller, parce que qu'est-ce qui est le fun de la plateforme, c'est qu'elle est accessible et par tous les membres. Ça veut dire qu'ils peuvent aller déposer eux-mêmes des ressources. Tu sais, il y a comme une genre d'arborescence au niveau de la documentation pour aller se retrouver, mais les gens peuvent eux-mêmes déposer des différentes ressources et différents outils. Merci beaucoup. Euh, donc, tout à l'heure, il y avait une question à savoir si le PowerPoint serait disponible après la conférence. Donc, si, avec l'autorisation donc, de Mireille, oui, on pourra rendre le PowerPoint disponible, ainsi que l'enregistrement pour le visionnement différé du séminaire. Euh, donc, vous invite à poser d'autres questions si vous avez des questions. En attendant, moi, peut-être j'aurais une question de curiosité qui est un peu un prolongement de la question de Régent Dion. Est-ce que, à un moment donné, vous aviez organisé là, un colloque il y a quelques années là, à l'Université Laval? Euh, aussi, c'est le mot colloque est le bon mot. Euh, et vous aviez comme une collaboration avec un réseau francophone en France. Donc, je me demandais si, pour votre communauté de pratique, vous avez disons, collaborations, des liens soutenus avec d'autres organisations qui partagent des objectifs communs ailleurs dans la francophonie. Ben, c'est une excellente question. C'est ça, c'est en 2002, on avait organisé avec deux associations francophones un congrès. Et effectivement, c'est des liens qu'on avait même avant 2022. On a des liens, dans le fond, avec l'association Épithète, qui est une association là, pour épidémiologistes. Euh, je peux vous mettre les liens de Épithète. Donc, dans le fond, le président dans le temps d'Épithète,
siégeait à notre équipe conseil. Et donc là, maintenant, c'est une nouvelle personne. Mais c'est ça, on s'assure d'avoir un lien avec cette association-là parce que eux, ils ont un peu eux sont un peu plus, comment dire, tu sais, on a des besoins partagés. Et donc, comme on s'adresse dans le fond à un même public cible, donc des francophones, c'est pour ça d'ailleurs qu'on a accueilli plusieurs Africains, là, de pays africains là, francophones. Donc, parce que ces associations-là, ils ont fait circuler l'information et ça nous permet aussi d'inviter certains conférenciers à venir présenter. Donc, c'est des bons liens qu'on a et qu'on garde avec ces associations-là pour permettre, dans le fond, de répondre à un besoin également là, dans ces pays-là, autant tu sais, dans les pays de l'Europe, mais tu sais, au niveau aussi là, des pays africains là, francophones. Merci beaucoup. Simon Jules qui demande, je souhaiterais savoir, donc il dit merci beaucoup pour la présentation. Je souhaiterais savoir comment accéder à la formation avancée disponible sur votre plateforme, étant donné que j'ai déjà complété les formations précédentes. Donc, la formation auquel il parlait, c'est comme je disais, puis je vais vous mettre le lien de notre page web. Euh, c'est, on a je vais la mettre ici. Là, je vais juste faire à tous parce que là, je pense que c'est écrit juste à... OK. Donc là, j'ai mis, en termes de formation, tu sais, j'ai parlé que le Jupiter, on a développé des modules plutôt à auto-portants sur différents sujets plus spécifiques. Et donc, sur cette page web-là, qu'est-ce que vous allez voir? C'est les différentes formations qui ont été mises en ligne. Et donc, c'est mis en ligne de façon progressive parce qu'on a plusieurs sujets à développer, puis ils se font comme c'est pas des modules que vous devez compléter un après l'autre. Donc, je vous donne un exemple. Le premier module qu'on a développé était juste sur les notions de base en épidémiologie de terrain et en biostat. Donc, et le deuxième module, c'était juste sur les outils de collecte de données pour faire des enquêtes. Et le troisième qui vient tout juste de sortir, c'était sur les méthodes analytiques pour la prise de décision. Et donc, ça, c'est des modules de formation qu'on rend disponibles, mais chaque fois qu'on est prêt à le mettre en ligne, on va le mettre en ligne. Donc, dans le premier parcours, qui est le parcours débutant, c'est vraiment 6 modules en ligne. Donc là, on en a 3 de 6 qui sont en ligne et les autres vont venir de façon progressive. Et donc, quand vous mentionnez, Simon, pour le parcours avancé, c'est juste qu'il n'a pas encore été développé. Donc, c'est en développement, mais on voulait quand même le mettre sur notre page web pour dire que ça sent bien. Mais à la vitesse que ça va, tu sais, c'est quand même assez long de prendre du contenu puis de le transformer en capsule interactive. Tu sais, on a une super belle équipe à l'INSPQ qui travaille fort là-dessus, mais elle n'est pas immense. Et tu sais, c'est quand même du contenu assez gros là, qu'on a juste livré, puis on a dit, tiens, transforme-moi ça en capsule. Donc, mais là, pour le parcours avancé, on va essayer là, d'y avancer un peu plus rapidement, là, mais c'est à ça qui fait référence. Donc, quand je parlais des différentes initiatives d'épidémie de terrain, cette page-là résume bien notre nouveau programme parce que c'est pas seulement des modules en ligne, euh, mais vous voyez au bas qu'il y a également des activités complémentaires comme des ateliers qu'on fait parce que c'est le fun de se parler, de suivre des formations en ligne, mais à un moment donné, on a besoin de voir et parler à des gens. Et donc, c'est pour ça qu'on organise des ateliers. Elles peuvent être en ligne, elles peuvent être en présentiel. Au JASP, on va être là, puis on a un atelier en présentiel. Puis, comme vous voyez sur cette page-là également, il y a la communauté de pratique parce que c'est comme je disais, là, c'est comme un élément qui vient intégrer un peu tout ça. Tu sais, c'est comme notre plateforme pour faire déposer du contenu, des annonces, puis et toutes les différentes initiatives que ce soit formation ou tu sais, de juste des outils, là. Donc, j'espère que c'est clair. Je sais que c'est quand même un gros domaine. Merci beaucoup. Juste pour mentionner le commentaire que Régent Dion a mentionné, donc il disait merci beaucoup c'est le Réseau canadien de renseignement sur la santé publique de l'Agence de la santé publique du Canada pour la plateforme et leur soutien. Donc, merci.
Euh, Amadou demande, bon, évidemment, merci pour la présentation. Est-ce qu'il y a un cadre de collaboration directe ou une initiative future de collaboration avec les pays africains et notamment la Guinée? Ben, je pense que le fait que nous, on a un lien direct avec Épiter, tu sais, puis qu'eux, souvent, vont répondre aux besoins de ces pays-là, tu sais, ça se fait de façon indirecte. Donc, c'est pas direct, mais plutôt indirect. Donc, je ne sais pas pour l'instant si c'est quelque chose qu'on, peut-être vu qu'on l'a un peu déjà, tu sais, on n'a pas pensé à. Tu sais, c'est beaucoup plus facile pour Épiter, l'association Épiter, de faire ces liens-là que nous. Mais tu sais, on le garde, c'est toujours dans nos intérêts. Et peut-être, je ne sais pas si on pourrait inviter Amadou à préciser s'il y a des attentes particulières ou de genre d'initiatives qui aimeraient voir s'instaurer avec les pays africains. Donc, Amadou, si vous avez des commentaires à ajouter, on vous invite à les formuler directement oralement. Puis j'ai mis le lien vers l'association pour Épiter, là, parce que je sais qu'on parle d'Épiter, puis pour nous, comme c'est mon acronyme pour épidémiologie de terrain, il y a la CP Épiter qui veut dire communauté de pratique en épidémiologie de terrain. Puis là, on a le GEPITER qui est le groupe en épidémiologie de terrain. Donc, il y a beaucoup d'Épiter qui se fait lancer à gauche et à droite. Mais quand je parle d'Épiter, l'association, c'est vraiment ce que je vous ai mis là. Dans le chat, là, c'est l'Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain qui est vraiment une association là, européenne, française. Euh, donc, je vous l'ai mis là, pour que ça soit un petit peu plus clair. Bon, voilà. J'avais une question à poser et qui est exactement la question de Evelyne Breton qui pose là. Donc, quelle est la différence ou les liens entre vos formations et la formation d'épidémiologiste de terrain de l'Agence de la santé publique du Canada? J'ai compris que les participants du programme de l'agence faisaient des stages chez vous, mais sont-ils équivalents comme formation ou une progression? OK. Donc, c'est pas du tout la même chose dans le sens que, tout d'abord, le programme canadien d'épidémiologie de terrain de 2 ans, c'est un programme où on prend à peu près peut-être 10 épidémiologistes pour tout le Canada. Donc, vous pouvez comprendre que c'est très contingenté. Et ce programme-là, c'est un programme de 2 ans à temps plein. Ça veut dire que vous devenez employé de l'Agence de santé publique du Canada et donc, vous suivez des formations, donc que ce soit en ligne ou en personne. Tu sais, vous avez des moments où ce que vous suivez des formations et ensuite, vous êtes placé dans un milieu d'accueil. Et ce milieu d'accueil-là, moi, j'ai dit que l'INSPQ en est, mais ça ne veut pas dire qu'on est choisi parce que c'est comme un processus ou de matching un peu. C'est-à-dire que on a un catalogue de tous les épidémiologistes qui sont pris par le programme et nous, on va passer en entrevue certains. Mais si nous, on veut une personne en particulier, ben, elle aussi, elle va falloir qu'elle nous veut, nous veuille dans le fond. Donc, c'est une fois qu'il y a un match parfait, ben là, la personne est placée dans ce milieu. Et malheureusement, ces dernières années, on n'a pas été retenu, souvent parce que les épidémiologistes dans le programme, il y avait peu de francophones. Donc, tu sais, ou que leur niveau de français était correct, mais ils n'étaient pas à l'aise de travailler en français. Puis à l'INSPQ, tu sais, c'est en français. Et on fait aussi compétition avec des directions régionales de santé publique, comme celle de Montréal, celle de la Montérégie. Donc, vous voyez que des fois, ça peut être peut-être plus pour certains milieux qui acceptent, par exemple, là, que la langue soit l'anglais, vont peut-être être choisis euh, tu sais, davantage. Mais malheureusement, tu sais, on n'a pas réussi à avoir quelqu'un à l'INSPQ. La dernière personne remonte là, il y a peut-être quelques années quand même, là. Mais tout ça pour dire que cette personne-là, elle est là pendant 2 ans. Elle peut être déployée à tout moment s'il y a une éclosion dans une autre province, un autre pays. Euh,
Et donc, ça, c'est au niveau du programme canadien. Puis, vous pouvez aller voir en ligne là, pour en apprendre davantage. Ils ont une page web. Mais la formation au niveau que nous, on produit, comme vous avez vu, comme vous pourrez voir sur notre page web, c'est vraiment des petits modules. C'est des modules que vous pourrez suivre à votre rythme sur des sujets très spécifiques. C'est sûr que éventuellement le contenu, certains contenus vont se rejoindre et on fait beaucoup de collaborations avec ce programme-là. La directrice du programme siège parmi notre équipe conseil, justement, de la communauté de pratique et aussi du groupe Jupiter plus large. Et donc, beaucoup des modules qu'on va développer, ils peuvent être réutilisés par les formateurs, là, l'équipe formation là, qui vont développer les formations pour ce programme-là. Et vice-versa, nous, on a été même appelés à venir tu sais, faciliter certains de leurs formations. Et donc, tu sais, c'est une belle collaboration qu'on a avec eux, mais comme vous pourrez voir, c'est des programmes totalement différents. Tu sais, nous, on ne s'attend pas qu'il y ait quelqu'un, tu sais, on n'a pas quelqu'un en stage chez nous pendant 12 ans, là. C'est seulement si, dans le cadre du programme, on est choisi comme milieu d'accueil, mais vraiment, les formations, c'est vraiment très spécifique à des sujets et ça englobe plusieurs stratégies. Donc, tu sais, comme vous allez voir sur notre page web, on offre des ateliers ici et là, mais c'est vraiment comme à la carte, si je peux dire. Merci beaucoup. Donc, Simon Jules demande, est-ce que cette formation-là de 2 ans, offerte par l'Agence, pardon, de la santé publique du Canada, est différente sur le point de vue du cursus de formation des étudiants de la maîtrise recherche en épidémiologie ou de l'option surveillance épidémiologique de la maîtrise en santé publique? Oui, parce que d'abord, pour pouvoir se qualifier dans ce programme-là, il faut que vous ayez travaillé en santé publique pendant 2 ans en partant. Et qu'il faut un minimum, je pense, d'une maîtrise tu sais, pour pouvoir accéder. Donc, ils ont beaucoup de critères pour pouvoir déjà rentrer dans ce programme-là. Et donc, c'est totalement différent tu sais, d'une maîtrise parce que c'est très spécifique à l'épidémiologie de terrain et vous allez intégrer une équipe qui va avoir ses propres projets que vous allez accompagner, mais vous avez des critères sur les types d'activités sur lesquelles vous devez absolument. Donc, la plupart des gens, puis encore une fois, vous pourrez aller regarder plus la page web de ce programme-là, mais c'est très différent là, d'une maîtrise. Merci beaucoup. Donc, est-ce qu'il y aurait d'autres participants qui auraient des questions à poser à notre conférencière? Puis, gênez-vous pas à prendre la parole, c'est le fun de. Tu sais, on dirait que c'est juste moi, puis Bernard Simon qui se parle. Donc, si vous avez, on invite les personnes qui auraient une question, vous pouvez la poser en direct en levant la main. Sinon, on va céder la parole à Fatima pour le mot de la fin. Peut-être attendre encore une dernière minute et puis il Oui. n'y a pas de Donc, questions. on pourrait prendre encore euh, au moins une minute, une question ou une intervention. Si quelqu'un a une question à poser, ou alors peut-être tu peux permettre une curiosité. Est-ce que, Mireille, est-ce que la communauté de pratique que vous avez dans vos cartons là, d'organiser un autre à court terme, là, un autre événement d'envergure comme vous aviez fait pour le colloque de 2022, je pense? Euh, c'est sûr qu'organiser un congrès, c'est pas mal, c'est assez demandant. Ça leur été le fun d'organiser une activité d'anniversaire, tu sais, une activité où ce qu'on pourrait se réunir en personne. J'avais pensé au JASP, mais c'est tellement plein déjà d'activités qu'il va falloir se reprendre, mais je pense que ça pourrait être quelque chose à envisager. Peut-être pas sous la forme d'un congrès, mais peut-être qu'on pourrait essayer de voir là, peut-être dans le cadre de l'ESPA, on pourrait voir tu sais, à organiser comme une activité où ce qu'on pourrait faire réunir les membres de la communauté pratique. Ah, voilà, on retient ça. Peut-être une dernière question de Evelyne Breton.
Oui, bonjour. Ma question, c'était, je vois la liste des conférences qui sont super intéressantes. Est-ce qu'elles sont accessibles seulement aux membres ou sont ouvertes au grand public? Ben, souvent, on va lancer l'invitation aux membres, puis c'est sûr que on n'a pas de contrôle de comment l'information va circuler. Donc, tu sais, on n'est pas la police, puis on ne va pas refuser personne quand ils acceptent ou quand ils s'inscrivent à ces webinaires-là. Et donc, ils peuvent être accessibles. C'est juste que l'information pour l'inscription, c'est juste les membres qui vont les recevoir. Mais au niveau de, par la suite, tu sais, c'est hors de notre contrôle. Et comme elles sont accréditées, les instructions pour comment réclamer les crédits sont encore une fois envoyées aux membres. Tu sais, on ne va pas l'envoyer à tout le monde qui a participé. Donc, c'est pour ça qu'on encourage les personnes à devenir membres parce qu'ils ont plus d'avantages à être membres parce qu'ils vont pouvoir recevoir les invitations, recevoir les liens d'enregistrement, les présentations sont toutes déposées sur la plateforme. Donc, et comme il n'y a pas de frais d'adhésion, c'est vraiment plus, on demande juste qu'ils participent un peu ou contribuent d'une certaine façon. Mais je comprends que, comme je vous ai mentionné tantôt, là, c'est pas toujours facile. Merci. Plaisir. Merci beaucoup, Evelyne. Et donc, merci beaucoup, Mireille. Et on retient l'idée de peut-être organiser éventuellement quelque chose avec l'ESPO. Peut-être éventuellement, il pourra avoir une école d'été Mhm. sur ce sujet-là. Donc, on pourra en reparler. Et je cède la parole à Fatima, qui va donner le mot de la fin. Merci Bernard Simon. Ben, un gros merci en tout cas à Madame Barakat, encore une fois, qu'on a pu accueillir dans notre séminaire et pour cette présentation très intéressante. Merci également à toutes les personnes étudiantes et professionnelles présentes aujourd'hui. Nous remercions également nos conseillères en communication de l'École de santé publique, donc qui nous aident dans l'organisation et la promotion du séminaire. Nous vous invitons à notre prochain séminaire qui se tiendra le 24 octobre et qui portera sur les indicateurs et statistiques lié à l'éducation préscolaire, primaire et secondaire au Québec, donc qui sera présenté par un professionnel du ministère de l'Éducation du Québec. Et voilà, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci, merci beaucoup, Mireille. Merci beaucoup, Mireille, pour la présentation. Et merci beaucoup à tout le monde pour votre participation. Merci, effectivement, pour ton animation. Donc, bonne fin de Merci. journée à tout le monde